Si comme moi vous êtes fan d'animés japonais, vous serez sûrement amené chaque saison à suivre toutes les sorties avec attention. Le hic c'est que chaque année des animés, il y en a des centaines qui sortent, il est donc normal de ne pas en voir la totalité. Dans ce cas, on se réfère automatiquement aux avis des autres spectateurs afin de tomber sur le moins d'animés de merde possible. Et cette année a été riche en bons animés, il est donc temps de faire un bilan des meilleures sorties de 2017. Et avant de démarrer, je préfère indiquer plusieurs choses. La première c'est que ici je vais parler d'animés, mais cela englobe aussi les adaptations de tout support confondu. De plus, cette liste est purement subjective et résulte des animés que j'ai vus cette année. Genre l'ère des cristaux, beaucoup de gens l'ont aimé, moi aussi d'ailleurs, mais pas au point de le mettre dans cette vidéo. Troisièmement, les films d'animation sont exclus. Et pour finir, My Hero Academia, Shingeki no Kyojin, Gintama et tous les autres qui sont en place depuis un certain temps ne seront pas dans ce top tout simplement parce que je préfère parler des nouvelles sorties et que je veux que ce top soit un tant soit peu original. Et donc sur ces bonnes paroles, voici ni plus ni moins que le top 5 des meilleurs animés de 2017. Générique. Numéro 5, Recreator. Alors Recreator est un animé du studio Troika, un jeune studio notamment connu pour avoir produit Alnoa Zero et coproduit Your Name, un film d'animation absolument génial. De plus, cet animé a été réalisé par Ei Aoki qui a déjà travaillé sur Alnoa Zero et sur la saison 2 de Fate Zero. Oula, pourquoi ça explose? Et finalement, la musique a été confiée à Hiroyuki Sawano, sûrement le meilleur compositeur exerçant dans l'animation japonaise du moment, avec à son actif Alnoa Zero, Guilty Crown, Kill la Kill et Shingeki no Putain de Kyojin, et qui ici signe comme à son habitude une BO on ne peut plus géniale. Bref, l'histoire nous emmène au Japon où Sota, un jeune fan d'animé et rêvant lui aussi d'écrire sa propre histoire, se fait téléporter dans l'animé qu'il regardait. Et au moment où vous dites que ça va être encore un isekai de merde, Sota retourne dans le monde réel. Sauf qu'il est accompagné de Selija, le personnage de l'animé qu'il venait tout juste de rencontrer. Et c'est à partir de ce moment qu'ils vont se rendre compte que plusieurs personnages d'autres histoires vont aussi venir dans le monde réel. Et que la jeune fille qui est à la base de tout ça semble être étroitement liée à notre personnage principal. Alors, si j'ai mis Recreator dans ce top, c'est déjà pour son concept, qui certes ressemble à une fanfiction mal écrite, mais qui permet de soulever des problématiques vraiment intéressantes. En effet, on pourrait penser de prime abord que c'est juste un moyen de faire des combats sympas en mêlant plein de types de personnages. Alors oui, mais pas que. En fait, l'histoire est avant tout un moyen de nous parler du rapport de l'auteur face à sa création, évoquant par la même occasion tout un tas de thèmes liés, comme le sens de la création, le but des héros, etc. Et tous ces thèmes sont vraiment traités d'une manière assez habile, et ce grâce au concept. On suit des personnages qui étaient convaincus de vivre dans un monde réel, mais qui vont se rendre compte qu'ils ne sont justement que des personnages créés dans le but de divertir, ce qui va les faire se remettre en question totalement. Exemple sans spoil. À un moment, on va rencontrer un personnage qui en chie comme pas possible dans son monde, mort de son peuple, mort de ses amis, etc. Donc quand il va rencontrer son créateur, je vous laisse imaginer le bordel. Mais cette rencontre va permettre de donner un sens à sa souffrance, proposant ainsi une réflexion sur la souffrance des héros. Et cet animé est rempli de ce genre de choses, et c'est assez captivant à regarder, surtout quand on s'intéresse à la création d'histoires en général. Mais bon, il a quand même quelques défauts. Déjà oui, on soulève des thèmes intéressants, mais ça ne va pas très loin dans leur développement. L'animé se contentant de ce que son concept lui octroie, sans pousser plus que ça, et c'est assez dommage vu l'intelligence qu'ils ont fait preuve pour mêler les thèmes avec le scénario. Et enfin, tous les personnages ne sont pas tous intéressants, beaucoup sont là juste pour l'action, sans vraiment que leur présence ait un rôle dans les thèmes abordés. Mais cela reste un très bon animé, mêlant avec aisance action et réflexion, le tout avec une musique superbe et une animation qui déchire. Franchement, je vous le conseille. Numéro 4, Tale of Zestiria de X saison 2. Alors, Tale of Zestiria de X est à l'origine un épisode de la saga de jeux vidéo RPG Tales of. L'anime quant à lui a été réalisé par le studio Ufotable, que j'appellerai Ufotable pendant le reste de la vidéo, sûrement le studio faisant les animés avec la meilleure animation du moment, avec notamment Fate Zero et Fate Unlimited Blade Works, mais on en reparlera plus tard. La réalisation quant à elle a été confiée à Sotazaki Haruo, connu pour l'OAV Tales of Symphonia, et la musique est le fruit de la collaboration entre Sakuraba Motoi, compositeur phare des jeux de la saga Tales of, et Shinago, lui aussi principalement connu pour des BO de jeux comme God Eater. L'histoire quant à elle se déroule dans un monde peuplé d'êtres humains et d'êtres divins appelés séraphins ou tenzoku en japonais. Ces derniers, qui sont invisibles pour la plupart des êtres humains, ont la capacité d'accorder leur bénédiction aux villes et aux villages et sont donc vénérés comme des dieux. Toutefois, au fil du temps, certains séraphins ont perdu foi en l'humanité et se sont retirés, laissant ainsi la malveillance s'installer dans le cœur des hommes. Sore, un humain élevé par les séraphins, arrive un jour dans le monde des humains et il découvre que tout y est différent par rapport à son village d'origine. Il va alors devenir le Doshi, berger en français, afin de purifier ce monde et vaincre la source du chaos, le seigneur des calamités. Alors, pourquoi j'ai mis cet animé ici? Déjà parce qu'Ufotable. Je l'ai dit en intro, mais je considère que Ufotable est le studio qui produit les séries avec la meilleure animation du moment, et Tale of Zestiria de X n'y échappe pas. C'est pour moi l'animé le mieux réalisé de l'année. Quoi? J'ai dit une connerie?
Ok, il y a un débat qui entoure le monde de l'animation concernant l'utilisation de la CGI, et Ufotable, le studio qui produit Tale of Zestiria 2X, est passé maître dans cet art. Et ça, c'est pas du goût de tout le monde. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce débat parce que de une, ça serait très long, et de deux, parce que j'ai déjà envie de l'aborder en profondeur dans un YMC qui est en cours d'écriture sur Phase Zero. Mais pour le résumer, on a d'un côté ceux qui pensent que la CGI enlève ce côté assez humain qu'avait l'animation faite à la main, et on ne peut pas vraiment leur donner tort, et de l'autre, on a ceux qui pensent que la CGI permet de créer des effets visuels impressionnants, facilement élargissant ainsi la palette d'outils des créateurs. Et eux aussi n'ont pas vraiment tort. Mais bref, comme je le disais, je compte revenir plus en détail dessus à l'avenir. Donc pour l'instant, sachez juste que je ne suis pas contre l'utilisation de la CGI et donc que je considère Tale of Zestiria comme l'animé le plus beau de l'année. Mais bref, l'animation c'est bien, mais ça fait pas tout. Qu'en est-il du fond? Et ben là aussi c'est vachement intéressant. Bon déjà je préfère prévenir, je n'ai pas joué au jeu. Le seul Tales of auquel j'ai joué de ma vie c'est Tales of Berseria, qui soit dit en passant possède un personnage principal et un scénario qui déchire de sa grand-mère la chienne. Donc comme je le disais, Tale of Zestiria a un fond assez intéressant, car l'histoire nous parle de la malveillance dans le cœur des hommes, le tout grâce à des métaphores assez bien trouvées. Cette malveillance étant représentée par des souillures qui pourrissent le cœur des hommes. Et ici, Sore, le Doshi, va devoir purifier cette malveillance en l'acceptant dans son propre corps, le laissant ainsi dans un dilemme entre devoir prendre les péchés des hommes tel un dieu, le tout en étant qu'un simple être humain. Ce qui va le faire perpétuellement remettre en question son rôle dans cette situation. Le tout servi par des personnages secondaires vraiment intéressants, et là je parle de Alicia et Rose qui représentent tous les deux une facette de cet idéal, car on a d'un côté celle qui a confiance en l'homme d'une manière un peu trop naïve et donc qui recherche à le faire grandir de par des idéaux nobles, et de l'autre on a un personnage qui n'a pas du tout foi en l'humanité, décidant elle-même de faire le travail quitte à se salir les mains. Et ces personnages ainsi que leurs idéaux vont faire grandir Sore, lui donnant une vue d'ensemble sur les différentes manières de mener son combat. Le tout saupoudré de scènes dantesques servies par une animation géniale et des musiques soulignant le côté épique de chaque scène. Cependant, Tale of Zestiria n'est pas exempt de tout défaut. Déjà, les thèmes ont beau être intéressants, j'ai quelques petits problèmes avec la manière dont ils sont traités, car ici on pourrait avoir l'impression que tous les hommes sont foncièrement bons, leur côté sombre étant seulement dû à la malveillance, alors que j'aurais aimé un peu plus de nuances. Et aussi, je ne peux oublier le fait qu'à un certain moment, on a le droit à 2 épisodes qui n'ont strictement rien à faire là et qui ne servent qu'à teaser le jeu Tales of Berseria qui sortait pendant la même période que l'animé. Alors connaissant l'histoire du jeu, je sais que les événements de Tales of Berseria ont une incidence dans le monde qui nous est dépeint, mais ce que ces 2 épisodes nous apprennent n'est pas suffisant pour que l'on comprenne pourquoi. Et pour finir, je trouve que la fin arrive un peu vite, voire trop vite comparé au reste de l'animé. Mais même si cet animé a des défauts, il n'en reste pas moins une excellente expérience, et aussi une preuve que même si un animé est financé par une compagnie vendant des jouets, il peut être néanmoins un très bon animé. Et là, je ne vise personne. 都の門は固く閉じ、人の世をすべし者にのみ開かれ、天族を連れ立ち、同志は地に降り立つ。 Numéro 3, Made in Abyss. Alors, Made in Abyss est à l'origine un manga qui a commencé sa publication en ligne dans le webcomics Gamma de Takeshodo. Il est écrit et dessiné par Akito Tsukushi, un auteur ayant pour seule autre œuvre From Star String, un manga complètement inconnu, presque impossible à trouver. Mais ici on va parler de l'anime qui est composé de 13 épisodes produits par Kinema Citrus, un studio que je pensais disparu mais qui a déjà produit de bons animés comme Barakamon et Black Bullet. La réalisation elle était confiée à Kojima Masayuki qui a déjà travaillé sur Monster et Black Bullet justement. La bande originale est elle composée par l'Australien Kevin Pekin, mais s'il faut retenir un nom dans le staff qui s'occupe de cet animé, c'est bien Kisei Kazuchika, qui est ici chara designer et directeur de l'animation. Ce type a taffé sur un nombre incalculable d'animés comme Captain Tsubasa, Arslan, Evangelion, Your Name et surtout la saga Ghost in the Shell, bordel. Pour dire, je lui pardonne même d'avoir travaillé sur Blood-C. Mais bon, maintenant parlons de l'histoire. On va suivre Riko, une jeune fille qui a grandi dans une ville autour d'un putain de trou qui n'est ni plus ni moins que l'Abysse, le seul lieu sur Terre qui n'a pas encore révélé tous ses secrets à l'homme. Car l'Abysse regorge de reliques d'un monde inconnu ayant une valeur inestimable. De plus, il possède son propre écosystème bien différent de celui qui se trouve sur Terre, avec des créatures toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Riko, qui rêve d'aller explorer en profondeur ce lieu plein de mystères comme sa mère l'a déjà fait avant elle, va un jour lors d'une de ses explorations se faire poursuivre par un monstre, mais elle se fera sauver par un petit robot qui vient probablement du fond de l'Abysse. Le problème c'est qu'il va malheureusement perdre la mémoire, ainsi nous allons suivre ces personnages dans leur aventure pleine de dangers à la conquête de ce lieu plein de mystères. Bon, déjà si vous avez remarqué quelque chose, c'est bien le style graphique de cet animé. C'est splendide, les décors, les couleurs, l'animation, le chara-design, etc. Bref, c'est magnifique. Et je ne mâche pas mes mots, c'est rare de voir un animé avec une direction artistique aussi bonne. Le jeu des couleurs sert parfaitement le propos de l'animé avec une ambiance lumineuse qui varie en fonction du danger, donnant ainsi naissance à des lieux magnifiques comme des lieux oppressants. Franchement, s'il n'y aurait pas eu Tale of Zestiria cette année, Made in Abyss aurait été sans conteste l'animé le plus beau de l'année. Car oui, même si graphiquement Made in Abyss est très supérieur à Tale of Zestiria, sa mise en scène est bien plus classique et le manque de scènes d'action rend sa tâche un peu plus facile. Mais ça reste une pure claque autant visuelle que sonore, car oui, même les musiques sont juste sublimes et renforcent encore plus l'immersion dans ce monde. Franchement, Kinema Citrus, je vous félicite.
Mais voilà, la forme c'est bien, mais si elle ne sert pas une bonne histoire, ça ne sert à rien. Et ben là encore, c'est très bon. On est dans une construction vraiment classique, suivant le principe du voyage initiatique, mais c'est très bien fait, l'anime privilégiant l'immersion et l'ambiance plutôt que les retournements de situation ou autres procédés scénaristiques. Et ça fait vraiment du bien un animé comme ça, parce qu'avec Made in Abyss, on vit une vraie aventure. On s'en fout d'avoir des personnages intéressants et des thèmes profonds, ici tout ce qu'on veut c'est être pris dans ce monde onirique et vouloir le découvrir. C'est un pur appel à l'aventure, nos héros prêts à affronter tous les dangers pour réaliser leurs rêves. Franchement, je pense que si Made in Abyss reste sur cette ligne, il pourra devenir une référence en la matière. Par contre, faut que je parle d'une chose concernant cet animé. Déjà, il faut savoir que Made in Abyss a été un flop au Japon, ce que je ne comprends absolument pas vu la qualité de l'animé, mais par contre, chez nous, ça a été un énorme succès, étant même l'animé le mieux noté de l'année. Mais il y a une règle intrinsèque à tout animé qui a un succès autant critique que public qui dit que si l'animé est très bon, les gens vont en faire des caisses. Et malheureusement, Made in Abyss n'échappe pas à la règle avec El Famoso, Made in Abyss meilleur animé de tous les temps. Bon, alors qu'on dise que Made in Abyss est le meilleur animé de l'année, pourquoi pas? Perso, je trouve pas, mais bon, la question reste ouverte, et je peux tout à fait comprendre que l'on considère Made in Abyss comme le meilleur animé de l'année. Sauf que dire que Made in Abyss est le meilleur animé de tous les temps... Non, juste non les gens, vous faites ça chaque année. Rien qu'en termes d'animé original, tu veux pas sincèrement dire que Made in Abyss est meilleur que Code Geass, Lane, Cowboy Bebop, etc. Et je parle même pas des adaptations de manga. Pour l'anecdote, je suis tombé sur Made in Abyss par pur hasard, et vu que j'ai adoré, je suis parti voir les avis sur internet. Et là, déluge. Ouais, c'est un animé violent avec des scènes insoutenables, un animé qui va vous prendre au trip. Quand les enfants se font punir, ils sont attachés à poil, l'envers du décor, le background est violent. Merde, est-ce qu'on a vu le même animé? Parce que ouais, il y a un peu de violence, mais voilà, c'est tout. Ici, la violence est très loin d'être centrale dans le récit. Je n'ai pas lu le manga, donc je sais pas vraiment comment l'univers va être développé par la suite. Mais pour l'instant, on n'est pas vraiment dans de la dark fantasy. Au contraire, même Made in Abyss est très lumineux. Et la plupart des scènes entre guillemets violentes sont traitées avec beaucoup de légèreté. Par exemple, le fait que Rico dorme dans une salle de torture et se fait pendre nu par punition m'a plus fait rire qu'autre chose, car cela soulignait le fait qu'elle est tellement agitée que même ce genre de punition n'a pas d'effet sur son caractère impulsif et jovial. Les seules scènes où il y a une vraie violence le sont pour donner une tension au récit. Si dans une aventure il n'y a pas de risque, elle devient ennuyante. Mais dire que Made in Abyss est une aventure sombre se rapprochant de la dark fantasy, c'est en tout cas à mon avis et au vu de cette saison 1, mentir sur l'œuvre. Et personnellement je n'aime pas ça, parce que vendre une œuvre sur des qualités qu'elle ne possède pas entraîne forcément de la déception. Surtout que Made in Abyss a tellement de qualités qu'il n'a pas besoin de ça. Je trouve personnellement que Made in Abyss est un excellent animé, et je pense qu'il n'a pas besoin que l'on le survende pour qu'il ait la reconnaissance qui lui est due. Bref, regardez Made in Abyss, c'est vraiment l'une des 2 grosses surprises que j'ai eues cette année. Numéro 2, Shikoku no Altair, ou l'anime avec lequel il faut faire 50 prises pour enregistrer les noms. Donc, Altair est à l'origine un manga qui a commencé sa prépublication dans le Shonen Cyrus de Kodansha depuis 2007. Il était créé et dessiné par Kotono Kato et son adaptation animée a elle été produite par le studio MAPPA, un jeune studio ayant notamment produit Terror in Resonance et Shingeki no Bahamut. Et pour le staff, si on a eu du lourd jusqu'à maintenant, c'est rien comparé à Altair. Réalisation Furuhachi Kazuhiro, Hunter x Hunter Ranma 1/2 Darker Than Black, Chara Design Kano Toshioki avec ni plus ni moins que Dragon Ball Z et Berserk, scénario Tagaki Noboru avec Kuroko no Basket et Bakano, je parle pas des doubleurs, bref, la liste est longue. Mais bon, passons à l'histoire. Dans un univers fantastique, très fortement inspiré du bassin méditerranéen à l'époque de l'Empire Ottoman, Mahmoud est le plus jeune homme à accéder au rang de pacha. Pause. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pacha, en fait c'est un général de haut rang dans la stratocratie de l'Empire Ottoman. Il dirigeait généralement une province de l'Empire. Pour faire très simple, c'est un genre de seigneur. Bref, Mahmoud Bey, qui a perdu tout son village dans la guerre qui a opposé la Turquie et le Baltraim quand il avait 4 ans, veut tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle guerre. Malheureusement, tous ses compatriotes ne partagent pas ses convictions et l'empire de Baltraim guette la moindre occasion pour étendre son territoire. Notre héros devra alors lutter pour conserver son intégrité et ses idéaux au milieu de ces jeux de pouvoir où complot et trahison sont monnaie courante. Ok, ce truc déchire totalement. Bon, déjà passons vite fait sur la technique, c'est vraiment très propre, un très bon mélange entre 2D et 3D, même si à certains moments c'est un peu dégueulasse, faut l'avouer, mais l'ensemble est très bon, la musique est elle superbe, sauf l'opening qui est bon aussi, mais qui je trouve ne colle pas trop au ton épopée épique de l'animé. Bref, l'ensemble est correct. Mais ici, le plus intéressant, c'est l'histoire. Si les mangas et animés ont déjà bien puisé dans l'univers médiéval occidental, rares sont les fois où ils s'intéressent au monde moyen-oriental. Le seul gros exemple étant Maggie, un manga génial, et Arslan Senki. Vous inquiétez pas, je reviendrai sur Arslan plus tard. Mais le fait de s'intéresser à un univers peu exploité donne un cachet assez original à l'œuvre, surtout que Kotono Kato s'est servi de ses connaissances de l'Empire Ottoman pour enrichir son univers, avec notamment un système politique bien établi et des personnages inspirés de personnalités ayant réellement existé. Parce que oui, Kotono Kato est diplômé en histoire spécialisé dans l'Empire Ottoman. Et le fait de détailler son système politique
à ce point lui permet de mettre en place tout un jeu de pouvoir autour, car ici on va s'intéresser à toutes les composantes de la guerre, que ce soit les alliances, les assassinats, la propagande, l'espionnage, les conflits économiques, la trahison, etc. Car Mahmoud, notre personnage principal, va devoir apprendre que pour éviter la guerre, il faut parfois en mener d'autres. Tiens d'ailleurs, parlons-en de Mahmoud, car il est sans doute le plus gros point fort de cet animé. Ce personnage et son évolution sont au cœur du récit, car on est encore une fois dans un voyage initiatique. Mahmoud au début de l'histoire a beau être un génie, il ne connaît que peu le monde qui l'entoure. Et donc pour réaliser son rêve d'éviter une nouvelle guerre, il devra découvrir toutes les composantes de celle-ci, de par ses échecs comme ses victoires. Surtout que Mahmoud est fichtrement doué pour faire la guerre, ainsi il se retrouvera pris dans ses propres contradictions entre devoir mener la guerre pour protéger son peuple, ce qui impliquera inévitablement la mort de ses soldats et de ses ennemis, ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui a horreur de la guerre. Mais pour finir, vu que la vidéo ne dure pas des heures non plus, les autres personnages m'ont eux aussi vraiment plu, car c'est rare d'en voir avec un sens du devoir aussi prononcé. Jamais ils ne rechigneront à la tâche, même si elle implique la mort de personnes qui leur sont chères. Dans beaucoup d'animés où les personnages sont confrontés à ce genre de dilemme, on a souvent le droit à des flashbacks larmoyants et des heures où le personnage hésite à faire cette tâche, alors que ici non. Même si les personnages doivent tuer leur propre mère, ils le feront et après seulement ils pleureront. Et en plus d'être assez original, cela donne un certain charisme à ces personnages car on se rend compte que rien ne pourra les détourner de leur but. Bon, cet animé a encore beaucoup de qualité, mais je dois bien parler des polémiques qui l'entourent. Déjà, faut savoir que Shokoko no Altaïr a été assez mal reçu par chez nous, étant même moins bien noté que Classroom of the Elite, un animé que je considère comme l'un des plus pourris de l'année. Et comme pour Made in Abyss au Japon, je comprends vraiment pas pourquoi. Pourtant j'ai cherché les critiques et les seuls avis que j'ai trouvés sont assez bons. Et je suis même tombé sur quelqu'un qui se posait la même question que moi. Parce que au même titre que Made in Abyss, les défauts que l'on peut accorder à Altaïr relèvent vraiment du pinaillage. Alors pourquoi un tel désintérêt? Franchement, j'aimerais bien comprendre. Bon, il y a quand même quelques défauts qui reviennent. Et notamment le fait que Altaïr, c'est juste un Arslan bis. Car oui, si vous avez déjà vu Arslan Senki, il se peut que vous trouviez des ressemblances avec Altaïr. Un jeune homme avec un aigle qui a connu les affres de la guerre, dans un monde très inspiré de l'ancien monde moyen-oriental et qui veulent éviter la guerre à tout prix. Donc oui, Altaïr a beaucoup de ressemblances avec Arslan. Sauf que dire que Altaïr est juste un Arslan bis, c'est je trouve juger le livre à sa couverture. Je vais m'expliquer, mais vu que pour ceux qui ne connaissent pas les deux œuvres, cela risque d'être un peu chiant, je vais essayer de faire au plus vite. Dans Arslan, contrairement à Altaïr, on suit un jeune homme qui devient adulte et surtout qui s'apprête à prendre le pouvoir. La question est donc comment régner et comment être un bon roi, mêlant ainsi conflit idéologique, familial, religieux, le tout saupoudré d'une critique de l'esclavagisme. L'histoire se concentrant sur une prise de pouvoir et ce qu'elle implique. Alors que dans Altaïr, la question n'est pas de prendre le pouvoir, mais de le protéger, l'histoire se concentrant beaucoup plus sur la guerre avec notamment ce qu'elle implique et les différentes manières de l'exécuter. Si dans Arslan, la question est en grossissant le trait comment être un bon roi, dans Altaïr, c'est comment mener une guerre et ce sur tous les tableaux, aussi bien grâce à la politique que par l'économie. Donc même si ces histoires se ressemblent, leurs intentions narratives sont différentes. Donc évitez de juger Altaïr à sa couverture et foncez le voir, c'est franchement une très bonne expérience. Numéro 1. Kino no Tabi. Ok, là faut que je m'explique, car même si l'anime est excellent, je ne pense pas qu'il est le meilleur anime de l'année. Mais parlons déjà de la base. Kino no Tabi, ou l'Odyssée de Kino en français, est à l'origine une série de light novel écrite par Keiichi Sixawa et illustrée par Kohaku Kurobuchi, qui a débuté en 2000 et qui est toujours en cours de parution à l'heure actuelle. Cette histoire avait déjà été adaptée en un anime produit par ACGT et qui était réalisé par le regretté Ryotaro Nakamura, un très grand nom d'animation et qui a déjà réalisé Serra Experiment Lane et Ghost Hound, rien que ça, putain. De plus, deux films avaient été réalisés, un par ACGT et l'autre par le studio Shaft, mais là on va parler de la nouvelle série qui n'est ni une suite ni un reboot de l'ancien animé, mais une nouvelle adaptation de l'œuvre d'origine. Cet animé a été produit par le studio Lerche, une filiale du studio Hirabi et qui a déjà produit Assassination Classroom. De plus, l'animé a été réalisé par Tomohisa Takaguchi et scénarisé par Yukie Sugawara, qui a notamment scénarisé SAO et Overlord. Maintenant, parlons d'histoire. On suit Kino, accompagné de sa moto parlante Hermès, à travers un long voyage dans de nombreux pays, chacun étant unique de par ses coutumes, sa technologie et ses habitants. Et c'est tout. Ouais, c'est court. Cependant, le concept de Kino no Tabi a beau être très simple, il n'en est pas moins on ne peut plus intéressant. Mais pour vous en parler plus en détail, il faut que je vous parle du premier animé sorti en 2003. Dans les animés, comme dans tout autre support de fiction, il arrive que certaines œuvres soient tellement bonnes que le public les érige au rang de chefs-d'œuvre. Cependant, il arrive que certaines d'entre elles ne rencontrent pas un grand succès, les réservant à un public de niche. Cela peut arriver pour de nombreuses raisons, comme une incompréhension des intentions du récit, un public peu intéressé par les thèmes abordés par l'œuvre, ou encore tout simplement un manque de communication. Le public n'en ayant peu entendu parler ne prend pas la peine de s'y intéresser. Et je pense que Kino no Tabi est dans ce cas, un pur bijou injustement mis au placard et très peu connu. Mais pourquoi Kino no Tabi c'est génial? Eh ben parce que l'Odyssée de Kino n'est ni plus ni moins qu'un voyage dans la psychologie humaine, montrant ainsi de nombreuses facettes de celle-ci, le tout dans un univers qui peut se révéler tout autant oppressant qu'onirique. Comme je le disais, à travers ce voyage, Kino va rencontrer de nombreuses personnes et de nombreux systèmes politiques, tous différents et surtout
tous intéressants, car on pourrait penser de prime abord que l'auteur pourrait se contenter de personnages archétypales, mais pas du tout, chaque système et chaque personnage sont tous nuancés, loin des éléments manichéens des histoires qu'on a l'habitude de découvrir. Pour ceux qui ont déjà lu Monster, ça y ressemble un petit peu dans sa manière de montrer les différentes facettes de l'être humain grâce à différents personnages. C'est une pure aventure à la découverte de ce que peut être l'homme, que ce soit dans ses actes, dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre, etc. Dans cet animé, presque tous les épisodes sont indépendants et chacun présente un nouveau décor, et on découvre tout ça grâce aux yeux de Kino et son regard assez neutre sur la situation. Vous l'aurez sûrement compris, mais j'aime sincèrement Kino no Tabi, et c'est sûrement la raison de la présence de ce nouvel animé dans Stop et à cette position. De nos jours, on a beaucoup tendance à entendre le terme animé psychologique à toutes les sauces, et si vous cherchez vraiment un animé qui s'intéresse à l'homme et à sa psychologie, regardez l'animé Kino no Tabi de 2003. Bon, je pourrais continuer à en parler des heures, mais faut bien parler de l'animé de 2017. Et bah, c'est en demi-teinte. Il y a du très bon comme du moins bon. Commençons donc par le bon. Déjà, visuellement, ça claque. Les chara-design, notamment pour Kino, ont changé, et c'est pas plus mal. Les décors, les couleurs sont belles, ce qui est assez raccord avec le ton de cet animé, car le premier avait des couleurs beaucoup plus sombres, ce qui donnait une ambiance beaucoup plus oppressante. Et c'est une, si ce n'est la grosse différence entre ces animés. L'ambiance. L'animé de 2017 est beaucoup plus lumineux que l'ancien, plus clair, contrairement à l'autre qui était plus cru, plus pesant. Mais c'est pas forcément un mal le fait de raconter cette histoire d'une manière plus légère. Cela permet de voir un autre aspect à cet univers, et donc de nouvelles problématiques. Et après, ça reste Kino no Tabi, les personnages, les thématiques, les systèmes politiques sont toujours autant intéressants. Et ça, il suffit de regarder le premier épisode pour s'en rendre compte. Donc oui, c'est la thématique simple mais pourtant intéressante qui est l'homme vous intéresse, regardez aussi Kino no Tabi de 2017. Cependant, il y a quand même quelques trucs qui sont ratés. Je pense notamment au rythme que je trouve bien trop long pour ce que ça raconte. Alors à certains moments ça marche pour créer l'immersion dans ce monde, mais des fois c'est un peu chiant. D'habitude on crée un rythme lent quand on doit soulever des thèmes lourds pour éviter de perdre le spectateur et lui permettre qu'il comprenne tous les tenants et aboutissants de celui-ci, sauf que là les thèmes abordés sont beaucoup plus légers que dans la version de 2003, alors pourquoi ce choix? J'ai du mal à comprendre. Ensuite il faut reconnaître que la présence de certains personnages absolument pas intéressants gâche un peu le tout, et oui là je parle de toi. Et pour finir, la qualité narrative des épisodes peut varier et même si l'ensemble est très bon, on a le droit à quelques épisodes qui finalement ne racontent pas grand chose d'original. Donc pour conclure, cette adaptation de Kino no Tabi reste excellente car bah ça reste Kino no Tabi, mais contrairement à son homologue de 2003, il est moins maîtrisé, possède quelques erreurs d'exécution et des thèmes moins entre guillemets sombres, mais qui sont tout de même très intéressants, ce qui nous donne un très bon animé mais qui passe à côté d'être un chef-d'œuvre. Comprenez-moi bien, je ne pense pas que Kino no Tabi est le meilleur animé de l'année, et même je pense que c'est peut-être le moins bon de cette liste, mais j'aime tellement l'univers de Kino no Tabi que c'est pour moi logique de le mettre à cette position et surtout de vous conseiller de regarder le premier Kino no Tabi. C'est vraiment un pur bijou qui mérite d'être découvert. 人間キノと言葉を話す二輪車エルメスの旅の話。キノの旅 The Beautiful World The Animated Series. Bon, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et oui, je vous avais dit qu'elle serait très subjective. Maintenant pour conclure, je vais vous dire les noms de 3 animés qui sont assez prometteurs pour 2018. Déjà Violet Evergarden, mais bon, je pense que je suis pas le seul qui l'attend. Fate Last encore, tout simplement parce que le réalisateur c'est Akio Kushimbo. Et finalement le dernier Darling in the Franxx, parce qu'il est réalisé par le studio Trigger et que même si Little Witch Academia m'a un peu déçu, je suis très curieux de voir leur nouvelle production. Et enfin parmi les poids lourds, celui que j'attends le plus reste Code Geass Fukatsu no Lelouch, car oser faire une suite à l'une des meilleures fins de l'animation japonaise, ça va être très compliqué et je pense que le staff de Sunrise en est conscient. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont s'en sortir. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao.